timer est parti. Ben, mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, le paradoxe de Zénon, de la Cantique au trou noir. Vous dites que le type qui avait inventé le titre, il ne devait pas être tout à fait bien dans sa peau le jour où il l'a envoyé aux organisateurs du TEDx. Donc, je vous confirme. Alors, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils m'ont mis tout à la fin du bazar, comme ça, éventuellement, on n'a pas gâché tout le reste. Donc, on va essayer de faire du paradoxe cérébral sans expérience. Donc, on va réaliser en vérité une série d'expériences de pensée. On pourrait quasiment appeler ça de la low science, hein, c'est assez à la mode. Donc, bref, nous sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et nous sommes où? Nous sommes à Élée, en Campanie, où un philosophe grec, qui se trouvait quand même mieux finalement en Campanie, c'est-à-dire en Italie actuelle, Zénon, a émis une quarantaine de paradoxes. Alors ce bon vieux Zénon a émis une quarantaine de paradoxes, et une dizaine nous sont parvenus, dont le fameux paradoxe de l'Achille. Achille et la tortue aussi en langage courant. Donc alors bien sûr, il faut se remettre dans l'époque de l'Antiquité où Achille était le guerrier le plus puissant de l'Antiquité. Et c'est là que je constate que je ne suis pas sur le rouge, mais ça, vous me mettez un bazar rouge et moi, j'ai pas envie d'aller sur le rouge, bien sûr, parce que je dis là, je me sens limité dans ma capacité à faire des choses. Donc je me mets là. Voilà. Donc, et tant pis, ils ont qu'à bouger le rouge. Alors bon, cette affaire de Achille fonctionne de la manière suivante. Donc Achille, c'était le guerrier le plus puissant de l'Antiquité, le Cristiano Ronaldo de l'époque, hein, tel que j'ai expliqué à mes étudiants, un gros bolos. Alors, donc, Achille fait une course avec une tortue, avec une petite tortue de jardin. Et alors, vu que Achille est tellement puissant, il dit à Madame la tortue, ben, vous pouvez prendre un peu d'avance. Donc Achille, il laisse la tortue prendre un peu d'avance. Et là, nous disait non, c'est le début des ennuis, because Achille ne rattrapera jamais la tortue. Voilà, ça vous embouche un coin, moi aussi d'ailleurs, et j'espère que vous êtes assises parce qu'on va faire la démonstration sous vos yeux ébahis. Donc, excusez-moi. Hein. Alors, Achille est là, la tortue est là. Disait non. Achille rattrape la tortue là où elle était auparavant. Mais pendant le moment que Achille a rattrapé la tortue a encore un tout petit peu avancé. Et donc, à ce moment-là, Achille rattrape la tortue. Et ainsi de suite, vous avez compris la mécanique. Achille est toujours en train de rattraper la tortue à l'endroit où elle se trouvait auparavant. Et donc, disait non, il a en fait, le bon vieil Achille, une infinité de choses à accomplir, une infinité d'étapes ici à accomplir, il ne rattrapera jamais la tortue. Alors bien sûr, vous dites, ça c'est quand même un peu un paradoxe torciveux. Torciveux, c'est un terme belge qui signifie tortueux. Bon, j'en ai marre d'utiliser capillotracté parce que chaque fois on me ramène à ma chauvitude, hein, donc bon voilà. Donc ce paradoxe est complètement débile, entre guillemets, disons-le comme ça, parce que, bon, tout qui a fait l'amour à Fribourg, ben, c'est très bien qu'on se fait, en tout cas dans mon propre cas, on se fait souvent rattraper par des gens qui courent plus vite, et de temps en temps, quand tout va mal, on rattrape quelqu'un qui va un peu plus lentement. Donc, l'histoire, le paradoxe d'Achille et la tortue, forcément, ça ne marche pas. Eh bien, mesdames et messieurs, ce qu'on vient de faire là, exactement, c'est une résolution du paradoxe qui, ok, on est bien d'accord, on l'a un peu mis sous le tapis, mais ça s'appelle en latin de latini solvitur ambulando. C'est-à-dire, nous avons résolu le paradoxe en marchant, ça tombe bien pour un paradoxe où Achille devait rattraper la tortue. Donc, quelque part, on pourrait se dire que le paradoxe est résolu. Bon, alors évidemment, si je vous dis que le paradoxe est résolu et je retourne me brosser les dents dans la loge, les organisateurs du TEDx me remboursent pas le ticket de train, donc c'est évidemment pas une top idée, et puis vous dites un peu qu'on vous a arnaqué sur le titre du bazar. Donc, en vérité, il y a une résolution un peu plus fine qui va arriver. Mais avant d'avoir la résolution un peu plus fine, on va analyser une autre version du paradoxe. L'autre version du paradoxe, c'est la fameuse version de la flèche, ou de la flèche volante. Bon, bien sûr, on est dans l'Antiquité, ces gens jetaient des flèches. Aujourd'hui, on pourrait faire la version de la balle, si vous voulez, ou du crayon, ou de la gomme qu'on jette contre le mur. Alors, imaginez que vous jetez, ou vous tirez, enfin bon, vous faites ce que vous voulez, en vérité, vous jetez une flèche contre un mur. Eh bien, disait non, la flèche n'atteindra jamais le mur. Pourquoi? Because la flèche doit d'abord accomplir la moitié de la distance, et puis elle doit accomplir la moitié de cette moitié, c'est-à-dire le quart, et puis le 8e, et puis le 16e, et puis le 32e, et puis le 64e. Vous avez compris la musique, on va parfaire toute la symphonie. Donc, disait non, il y a une infinité d'étapes pour que la flèche atteigne le mur, elle n'atteindra jamais le mur. Bon.
Ok, mais ce type, vraiment, il s'est vraiment foulé les méninges hein, pour faire ce type de paradoxe. Et alors, on fait quoi maintenant? Alors, en vérité, cette histoire de la flèche, simplement une petite incise, possède une sorte de version corollaire, entre guillemets. Parce que vous pouvez faire la découpe de l'espace dans l'autre sens. Vous pouvez dire que j'essaie de jeter ma flèche contre un mur, et plutôt que de dire que ma flèche fait la moitié, je vais dire que la flèche doit d'abord faire la moitié, et pour faire cette moitié, elle doit d'abord faire le quart, et pour faire ce quart, d'abord le 8e, et puis le 16e, et puis le 32e. Et donc à la fin, la flèche ne part jamais de l'arc. Bon, voilà, dans les deux. Vous dites, mais c'est quand même un peu absurde cette affaire. C'est d'autant plus absurde que le bon vieux Zénon utilise le même raisonnement pour vous dire une fois que la flèche n'atteint jamais le mur et l'autre fois que la flèche ne part jamais de l'arc. Alors il devrait savoir parce que c'est l'un ou l'autre, mais ça peut quand même pas être les deux en même temps. Mais soit. Alors, là, si vous voulez, ce qui est assez phénoménal, si vous voulez, donc on est au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est que l'humanité officielle de laquelle nous participons, a dû attendre le 18e siècle, donc l'arrivée des camarades Newton et Leibniz sur la planète Terre, pour résoudre le paradoxe de Zénon. Alors mes étudiants, parfois, ils me disent, monsieur, vous savez, vous les physiciens, vous n'êtes pas tout à fait pressés, hein, pressés comme les oranges. Orange pressé, je fais la petite blague, toujours une petite blague à placer. Hein. Bon, ben oui, c'est pas tout à fait faux. Alors, elles sont très mauvaises, mes petites blagues. Mais... Alors, si vous voulez, c'est pas tout à fait faux. Qu'ont fait au XVIIIe siècle les camarades Newton et Leibniz? Eh bien, ils ont formalisé le calcul d'une somme infinie, qu'on appelle en physique ou en mathématiques une série. Et donc, si vous faites la série, donc la somme infinie de 1 demi, plus 1 quart, plus 1 huitième, plus 1 16e, plus 1 32e, et ainsi de suite, vous trouvez exactement 1. Pour la petite histoire, c'est une série géométrique de raison à demi, mais entre guillemets, on s'en tamponne le coquillard ce soir. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'à la fin, ça fait 1. Et 1, c'est quoi? C'est la distance qui sépare la flèche du mur. Because on avait pris une demi la distance, et puis un quart la distance, et puis un huitième la distance. Bon, vous dites, ok, d'abord on a attendu 2200 ans de l'histoire de l'humanité, pour savoir que si je prends la distance qui sépare la flèche du mur, que je la découpe en tranches et que je remets les tranches ensemble, ça fait la distance qui sépare la flèche du mur. Bien, ça vraiment, là, ils sont incroyables. Vraiment, les physiciens sont incroyables. 2200 ans pour arriver à ça. Bon. C'est à vous décourager de faire des études de sciences, hein, je dis ça vraiment. Mais. Il y a, si vous voulez, bon, alors, la première fois qu'on m'a appris cette chose, j'étais à l'école et je trouvais que c'était sympathique, mais c'était quand même un peu le gros canon, le gros bazooka pour assassiner le pauvre cloporte qui essaie avec ses petites antennes de passer la porte dans la chambre. On se dit, mais à quoi? Enfin, je dis, ils sont fous ces gens. Il faut qu'ils définissent ce que c'est une série, il faut qu'ils calculent la série, qu'ils calculent qu'elle converge. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu plus élégant? Est-ce que la physique ne pourrait pas nous amener de quelque chose de plus élégant? Alors, il y a quelque chose de plus élégant, mais les conséquences de cette élégance vont, entre guillemets, nous faire un peu peur. Alors, attendez, là, restez bien assis, ne bougez pas de votre fauteuil. Alors, l'idée de la résolution plus élégante qu'on va voir ensemble, elle vient du XXe siècle, donc encore 200 ans d'attente, et elle nous vient en droite ligne de la mécanique quantique. La mécanique quantique nous dit qu'il existe une distance qui est une sorte de distance minimum. Je vais mettre minimum entre guillemets. Et cette distance minimum, on l'appelle la longueur de Planck. La longueur de Planck, ce n'est pas juste un mot, on peut aussi lui donner le chiffre. Bon, si je veux un tableau, je vous l'écrirai, mais sinon, en chiffres et en lettres, si vous voulez, comme dans le jeu, ça fait 1,616 10 exposant moins 35 mètres. Et ouais, celui-là, vraiment, merci, on n'a pas beaucoup plus d'infos. Donc, le physicien est toujours doué pour jouer au jeu du bonneto. Hein. Alors, en vérité, ça fait 16,16, 10 exposant moins 36 mètres, donc ce qui fait qu'en langage, si vous voulez, usuel, ça ferait 16,16 milliardième, 2 milliardième, 2 milliardième, 2 milliardième, il faut bien le dire 4 fois, 2 mètres. Bon, ok, on se dit, c'est infiniment petit. Alors là, il y a deux choses qui se passent. La première, c'est que le paradoxe, là, est tout à fait résolu. Parce que si on a une distance qui est la distance
ultime, au-delà de laquelle on ne peut plus découper l'espace en tranches de cornichons, alors oui, le paradoxe de Zénon s'effondre comme le soufflé sorti du four, because vous ne pouvez pas faire une somme infinie vu qu'elle s'arrête à un moment donné, cette somme. Alors, elle a beau être une somme avec beaucoup de termes, elle n'est pas infinie. Et le paradoxe de Zénon était basé sur l'idée d'une supertâche, c'est-à-dire d'une tâche infinie qu'il fallait réaliser, d'un ensemble de tâches infinies qu'il fallait réaliser dans un temps fini. Ok, jusque-là, tout va bien. Mais, ouais. Enfin, tout va bien. Façon de parler, vous dites quand même, vous tapez la mécanique quantique à 9h moins quart du soir, vous êtes courageux. Mais bon, alors, si vous voulez, l'idée, par contre, c'est que la mécanique quantique, justement, ne vous dit pas que la distance de Planck rend l'espace granulaire. Ça, elle ne dit pas du tout, malgré que c'est parfois ce qu'on trouve sur Internet. Donc, ça ne veut pas dire qu'en fait, l'espace est des petits blocs de la forme de la distance de Planck. Que nenni. La mécanique quantique, elle dit encore quelque chose de plus horrible, si vous voulez. Elle dit que, attention, que si vous prenez un électron et que vous le coincez dans une boîte de la distance de Planck, eh bien, vous devez lui fournir une telle énergie, mesdames et messieurs, que vous allez faire quoi? Vous allez courber l'espace-temps tellement fort que vous allez fabriquer un trou noir. Ah, ça, là, vous dites, ça, c'est un peu le clou du spectacle, là, c'est le feu d'artifice, si vous voulez. Vous dites, d'où le fameux titre de la chanson, le paradoxe de Zénon, la quantique au trou noir. Donc, si vous voulez, si vous courbez, si vous voulez confiner un électron dans une boîte de la distance de Planck, le principe d'incertitude vous oblige quantiquement à fournir à cet électron une énergie, en vérité, une quantité de mouvement tellement puissante que vous allez bousiller la géométrie. Vous allez courber tout à fait l'espace-temps et vous allez créer la singularité et vous allez créer un trou noir. Bon, alors ça, forcément, on se dit que créer un trou noir dans sa propre petite chambre pour résoudre le paradoxe de Zénon et jeter une gomme contre un mur, c'est pas l'idée du siècle. Même Galilée, il se dit, OK. Donc, c'est qu'il y a un stut, comme on dit en belge, c'est-à-dire un os dans le potage. Donc, l'os dans le potage est que, en vérité, aujourd'hui, nos théories physiques, à savoir la quantique d'une part, la physique quantique d'une part, qui s'occupe de l'infiniment petit, et la relativité générale, qui s'occupe de l'infiniment grand, en tout cas du grand avec notamment la gravité, eh bien, on n'a pas réussi à les relier. On n'a pas de théorie élégante de la gravitation quantique, même si on a des essais. Et donc, on ne sait pas ce qui se passe à la distance de Planck. On sait en vérité qu'à la distance de Planck, nos théories s'arrêtent. Nos théories s'effondrent. C'est ça que dit la distance de Planck. Elle ne dit pas que c'est une limite absolue. Ce n'est pas une limite de la nature. C'est une limite de nos théories. Nos théories sont, entre guillemets, baba, comme le rhum, Grosjean comme devant, à la distance de Planck, on ne sait plus quoi faire. Ça ne va plus. Il faudrait une nouvelle théorie. Tant qu'on n'a pas de nouvelle théorie, on ne sait pas ce qui se passe à la distance de Planck. Donc, quelque part, c'est un truc qui, me scie chaque fois les côtes, quoi. Le type, le Zénon, il était au 5e siècle, avant Jésus-Christ, en se grattant les pieds sur la plage, là, en Italie, et il nous a fait un paradoxe que, encore aujourd'hui, en 2025, ça fait discuter. Alors, aujourd'hui, c'est quand même plus fort que du Roquefort. Hein. Alors, je termine, si vous voulez, je termine par la fin, bien sûr, parce que sinon, c'est un peu un paradoxe dans le paradoxe. Alors... Terminons par la fin. Il y a quelques années, on a renversé le paradoxe de Zénon, qui donc faisait une découpe de l'espace, si vous voulez, en des tranches de plus en plus fines. On va la renverser dans une découpe du temps en des tranches de plus en plus fines. Alors pour cela, c'est le fameux paradoxe de la lampe de Compton. Et donc j'ai quand même pris un petit objet, c'est une petite lampe de poche. Hein. Alors, donc ça, imaginez que ça c'est la lampe de Compton, la lampe de Thomson. Je me confonds, je ne sais plus parler, excusez-moi. C'est la lampe de Thomson, physicien, bien sûr, qui a inventé cette version temporelle du paradoxe de Zénon. Alors, la lampe de Thomson, c'est une lampe, si vous voulez, qui n'est pas une lampe réelle, mais c'est une lampe qui accomplit des supertâches. Donc, la lampe de Thomson, à ce stade, elle est éteinte. Après une demi-minute, qu'on ne va pas attendre, parce qu'on n'a pas que ça à faire, on l'allume. Et puis, après un quart de minute, on l'éteint. Et puis, après une huitième de minute, on la rallume.
Un 16e de minute, on l'éteint, et ainsi de suite, ad infinitum. Donc, la lampe de Thomson accomplit une infinité d'allumés et éteindre, qui sont exactement notre fameuse série de 1/2, plus 1/4, plus 1/8, plus 1/16. Et nous savons, ça quand même, c'est une des choses dont on est sûr, c'est que la somme de cette série fait 1. Donc, si j'ai allumé et éteint la lampe de Thomson une demi-minute, plus 1/4 de minute, plus 1/8 de minute, le temps total fait 1 minute. Et ça, 1 minute, au pays des montres, on sait ce que c'est la minute. Bon, alors, on se dit, la lampe de Thomson, elle accomplit une infinité d'allumer, éteindre en 1 minute, et donc arrive la question subtile qu'on vous pose, mesdames et messieurs, au bout d'1 minute, cette lampe de Thomson, est-ce qu'elle est allumée ou éteinte? Salut, Cos!